Bernard Derrida, donc École normale supérieure de Paris, qui va nous présenter, si vous voulez, une conférence sur le second principe, l'irréversibilité et ses fluctuations. Quelque chose qui, pour nous les enseignants, est un professeur, et c'est quelque chose d'assez délicat à introduire. Au niveau phénoménologique, macroscopique, on n'est pas à l'aise, n'est-ce pas? Ne serait-ce que pour, comme on disait un mot dans l'introduction, quand on bavardait entre une évolution chimique et puis cette variation, si vous voulez, d'entropie qui on ne sait pas d'où elle vient, eh bien je crois que quand on sait dans l'enseignement ce que ça représente, mais dans les applications pratiques que ça représente, c'est un vaste sujet. Je vous en remercie d'avoir accepté l'invitation, monsieur. À vous. Merci beaucoup pour cette invitation, puis merci beaucoup de venir assister à une conférence à 19h. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui est ancien, qui est le second principe, mais qui a connu des développements au cours des 10 et 15 dernières années au niveau des fluctuations. Donc, j'ai essayé de faire une présentation qui part un petit peu de ce qu'on savait au 19e siècle jusqu'à des choses qui avaient été comprises récemment. Et je vais essayer de les illustrer de manière assez simple, en fait, avec des systèmes mécaniques qui sont vraiment simples. Le plan de ce que je vais dire, donc je vais d'abord vous rappeler ce que c'est que l'irréversibilité, pourquoi c'était un problème, ce que prédit le second principe, et si on regarde des choses fluctuer, qu'est-ce qui se passe au niveau du second principe, pourquoi parfois il semble être violé. Je parlerai de relation de Jarzynski, qui est quelque chose qui a été découvert donc, relativement récemment, et du théorème de fluctuation qui apparaît dans les systèmes magnétiques. Ça, c'est un peu le plan de ce que je vais vous raconter. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'irréversibilité? L'irréversibilité, c'est dans la vie courante, pratiquement tout ce qui se passe, c'est irréversible. Donc, si vous avez un œuf, en général, vous voyez les choses se passer dans ce sens-là, et vous ne voyez pas les choses se passer dans l'autre sens. Et cette irréversibilité, en fait, c'est une question qui n'est pas du tout évidente du point de vue du physicien, parce que pour le physicien, il y a cette citation de Poincaré que j'ai notée, vous faites tomber une goutte de vin dans de l'eau, ben, ça va colorer tout le liquide, mais vous n'allez jamais voir le fait que la goutte de vin se rassemble et ressort de l'eau. Et donc, comment on peut comprendre ça? Et en fait, pour essayer de le comprendre, ici, je vais prendre un exemple beaucoup plus simple, qui est cet exemple-là. Vous avez un certain volume avec des particules. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Imaginez que vous avez une dizaine ou une cinquantaine de sphères, et que ces sphères, c'est juste des boules de billard qui se tapent dessus. Eh bien, vous les mettez initialement dans la partie gauche, et au cours du temps, vous allez voir que les sphères se répartissent à droite et à gauche. Alors que si j'essayais de décrire l'œuf qui se casse, il y a des protéines, il y a toutes sortes d'effets mécaniques qui peuvent se produire. Là, c'est vraiment un problème extrêmement simple. Vous avez des billes qui rentrent en collision, et vous pouvez tous écrire ça sur un petit programme sur ordinateur, et c'est des collisions élastiques, et si vous mettez 50 billes ici, vous attendez un petit peu, ben vous allez voir que les billes vont se répartir des deux côtés. Et vous allez voir que ça va dans ce sens-là, mais si vous voulez que les billes se remettent de l'autre côté, alors là, il va falloir attendre très longtemps. Et si vous avez 50 billes, il va falloir attendre longtemps, mais si vous avez 500 billes ou 1000 billes, ben essentiellement, vous n'allez jamais y arriver. Et donc, dans la vie courante, que ce soit dans les objets courants ou dans cette expérience très simple qu'on peut faire sur ordinateur, eh bien, vous voyez l'irréversibilité. Et pourquoi ceci est un problème? Eh bien, c'est un problème dès le départ, parce que les lois de la physique, elles, à l'échelle microscopique, sont réversibles. Pour moi, les lois de la physique qui vont intervenir, disons, dans les collisions de ces particules. Donc, j'ai essayé de schématiser ça ici, c'est essentiellement si je filmais l'évolution de mes 50, mes 100 billes qui sont ici, eh bien, je prenais un film, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir des billes qui se collent, je prends ce film, je le regarde dans le sens du temps, ça obéit les lois de la mécanique, je passe le film en sens inverse, ça obéit tout aussi bien les lois de la mécanique. Donc, à l'échelle microscopique, aller de la gauche vers la droite, ou aller de la droite vers la gauche, c'est tout aussi possible. C'est tout à fait acceptable. Les lois de la physique ne m'interdisent absolument pas d'aller dans ce sens-là. Et donc, ça, enfin,
le 19e siècle, avec Maxwell et Boltzmann, c'est une question de savoir pourquoi les choses vont dans ce sens-là à l'échelle macroscopique, alors que les lois de la physique sont totalement réversibles. Et la réponse, en fait, elle est assez simple. Elle se comprend en termes d'espace des phases. L'espace des phases, c'est l'espace des configurations possibles du système. Donc, à l'instant initial, mon système est dans un certain point rouge dans l'espace des phases. L'espace des phases, c'est la donnée de toutes les coordonnées, de toutes les vitesses des particules. Et puis, au cours du temps, il évolue, il se retrouve en un point bleu, et après, il se retrouve en un point noir, quand on arrive par ici. Et donc, cette trajectoire dans l'espace des phases suit les lois de la mécanique, mais la trajectoire qui irait du noir vers le rouge suit tout aussi bien les lois de la mécanique. Alors pourquoi on va du rouge vers le noir et on ne va pas du noir vers le rouge? Et la réponse a à voir avec le fait que si je dessine dans l'espace des phases le volume d'espace des phases occupé par les configurations du type rouge, là-haut, toutes les particules sont à gauche, et si je dessine dans l'espace des phases la région où à peu près la moitié des particules sont à droite et à gauche, eh bien, la région noire est beaucoup plus grande que la région rouge. Elle est dans un facteur 2 puissance n. Et vous voyez que déjà, si j'ai 100 particules, ce nombre est gigantesque. Et donc, mon système physique évolue dans l'espace des phases selon les lois de la mécanique, et ces lois de la mécanique, elles vont me donner une trajectoire relativement compliquée, parce qu'il y a toutes ces collisions et tout ça. Mais en fait, c'est comme si je partais au milieu de l'océan Pacifique. L'océan Pacifique, ça serait le grand espace des phases, l'espace total. Si je partais d'une toute petite île et je commence à naviguer de manière déterministe, je suis une certaine trajectoire, eh bien, il y a toutes les chances qu'au bout d'un certain temps, je me retrouve au milieu de la mer. Parce que la région qui est constituée de terre à l'intérieur de l'océan Pacifique est extrêmement petite par rapport à toute la partie qui est liquide. Et donc, ce qui se passe, c'est simplement qu'on a cette trajectoire qui évolue, et il y a toutes les chances que le point auquel on va se trouver, ça va être un point plus ou moins quelconque de l'espace des phases, et pratiquement tous les points de l'espace des phases sont des points où il y a à peu près autant de particules à droite et à gauche. Donc c'est juste une question de volume d'espace des phases. Alors, pour en dire un tout petit peu plus sur cette idée, eh bien en fait, si on essaye de penser à l'espace des phases, c'est pas comme l'océan Pacifique qui est un espace à 2 dimensions. L'espace des phases, c'est un espace de très haute dimension. Donc si vous avez 10 puissance 23 particules, voilà typiquement la taille de l'espace des phases. Et quand on est dans des espaces de très haute dimension, on pourrait se dire, oh là là, c'est très difficile à imaginer, mais en réalité, il y a des choses qui deviennent très simples. Et il y a des choses qui deviennent très simples, et en particulier le fait que si vous prenez une fonction plus ou moins quelconque dans cet espace, elle est presque partout constante. Alors, je vais vous donner d'abord un exemple géométrique. Et l'exemple géométrique, c'est l'exemple suivant. Imaginez que je prenne une sphère qui a un certain rayon, qui a un rayon d'un mètre, en dimension D. Donc, à 2 dimensions, c'est un cercle, à 3 dimensions, c'est une vraie sphère. Et on apprend déjà en classe préparatoire que on peut faire des sphères en dimension 4, 5, etc. Et je me pose une question très simple. On me dit, quelle est la fraction du volume de la sphère qui est à plus d'1 millimètre de la surface? Si on est à 3, donc il y a une petite couche autour de la surface, qui est très étroite, d'1 millimètre, 1 millième du rayon. Si la dimension est 3, bien, pratiquement tout est loin de cette surface. Quand on est en dimension 500, déjà, il n'y a plus que 60% qui a plus d'1 millimètre. Quand on est en dimension 10 puissance 6, tout ça c'est des calculs bien sûr évidents, très simples à faire, c'est des calculs de petite géométrie, et bien la fraction de ce qui est plus loin qu'1 millimètre de la surface, c'est 1 sur 10 puissance 500. Ça veut dire que si je vous dis prenez un point quelconque dans une sphère de taille 10 puissance 6, ben, essentiellement il sera à la surface. Et vous voyez, ça c'est la dimension 10 puissance 6, mais dans la réalité, l'espace des phases est beaucoup plus grand. Tout ça pour vous dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous regardez des fonctions physiquement intéressantes dans l'espace des phases, par exemple, dans l'exemple que j'avais considéré tout à l'heure, où il y a
un volume qui est séparé en deux parties, eh bien, pratiquement toutes les fonctions qui peuvent vous intéresser, elles sont presque partout constantes. Donc, si vous prenez l'espace des phases de toutes les configurations de ces billes que je mets des deux côtés dans ce volume, eh bien, pratiquement toutes les configurations de l'espace des phases ont autant d'atomes à droite que d'atomes à gauche. Et donc, ce n'est pas étonnant que quand le système évolue, il va se retrouver quelque part dans l'espace des phases, et il y a toutes les chances qu'il se retrouve à un endroit quelconque de cet espace des phases, et dans cet endroit quelconque, le nombre d'atomes est égal dans les deux parties. Si vous prenez le nombre de collisions pendant un intervalle de temps, etc. Donc, c'est quelque chose qui est un peu étonnant, mais quand on est dans des espaces de dimension très élevées, les fonctions sont presque partout constantes. Et ça, c'est une des explications de cette irréversibilité. Alors maintenant, j'en viens aux formulations du second principe. Donc j'ai ouvert un livre relativement utilisé qui est le Wang, et la façon dont il définit le second principe, il y a plusieurs formulations, je vais vous en donner deux, qui sont relativement évidentes. C'est de dire, imaginez que j'ai un système ici, que ce système, d'un côté, il interagit avec une source à une température T1, de l'autre, avec une source à température T2. Éventuellement, il est en contact en permanence, ou il peut être en contact une partie du temps avec T1, une autre partie du temps avec T2, ça n'a pas beaucoup d'importance. Toujours est-il que si je prends un système comme ça, et que ce système, eh bien, je m'arrange pour qu'au bout d'un certain temps, il revienne dans le même état, donc l'état interne du système revient dans le même état où il était à l'instant initial, eh bien le second principe me dit qu'il y aura de l'énergie qui sera passée du chaud vers le froid. C'est quelque chose qui est pratiquement évident par rapport à notre intuition. S'il y a contact avec deux sources de chaleur, eh bien l'énergie va du chaud vers le froid et pas l'inverse. Ça, c'est ce que prédit le second principe. Et il y a une autre formulation du second principe, et on peut montrer son équivalence, mais une autre qui est due à Kelvin, et qui est essentiellement aussi simple, c'est de dire, imaginez que j'ai un système, bon là, les physiciens, ils aiment bien mettre un gaz dans un bocal et puis ajouter un piston, donc imaginez que j'ai un gaz ou un système, et que ce système, je le modifie, et je m'arrange pour qu'à l'instant final, il se retrouve dans le même état que l'instant initial. Donc j'ai mon piston, et je le bouge, d'une façon quelconque, en fait, je me suis donné une façon de le bouger, en allant vite, en allant doucement, etc. Et ce que prédit le second principe, c'est que si je fais cette opération, eh bien, il va falloir que je fournisse un certain travail pour le faire. Je ne vais jamais pouvoir récupérer du travail à partir de là. Et ça, d'une certaine manière, c'est de dire qu'on ne va pas pouvoir fabriquer un moteur qui va marcher à partir de rien, puisque si je reviens à l'état initial, j'aurai toujours fourni du travail au système et je ne vais jamais être capable d'en récupérer. Donc ça, c'est la physique essentiellement du 19e siècle. Et la question que se sont posées des gens comme Smoluchowski ou Feynman, c'est de se dire, est-ce que par hasard, on ne pourrait pas fabriquer un appareil un petit peu subtil qui va justement me permettre d'extraire du travail d'un système qui est totalement à l'équilibre. Et l'idée est la suivante, alors c'est pas moi qui ai fait le dessin, je l'ai pris sur internet, mais si vous voulez, c'est ce que représente ce dessin, ça a l'air d'être quelque chose d'assez paradoxal. Bon, ce qu'on voudrait, le but de cette opération, c'est de se dire, voilà, j'ai cet appareil, ici il y a des ailerons, on sait que à l'échelle atomique, il y a des atomes qui se collisionnent dans ce gaz, donc il y a des atomes qui vont venir taper sur ces ailerons, et de temps en temps, juste à cause des fluctuations, les ailerons ils vont tourner un peu dans un sens, ils vont tourner un peu dans un autre sens, et ce que je voudrais, c'est extraire du travail à partir de là, c'est-à-dire m'arranger pour que, par exemple, il y ait un poids, une masse ici, et que cet appareil arrive à faire remonter ce poids. Si j'arrive à faire ça, j'aurai extrait du travail de quelque chose qui est à l'équilibre. J'aurais pris avantage uniquement des fluctuations des
des collisions dans l'air, hein, puisque si j'imagine que cet objet se trouve dans un gaz, eh bien le nombre de particules qui vont taper sur les ailerons va changer au cours du temps. Et donc de temps en temps, les ailerons vont tourner dans un sens ou dans l'autre. Et puis l'idée, c'est de dire, bon, bah, si ici j'ai une espèce de roue dentée, chaque fois qu'il y aurait une fluctuation qui fait monter le poids, je vais l'accepter. Et puis, si ça veut tourner dans l'autre sens, ça sera bloqué par ce système. Donc ça, c'est cette idée. Et la question, c'est est-ce que ça peut marcher? Et la réponse, c'est non. Ça ne marche pas. Ce système, si on est vraiment à l'équilibre, ne marche pas. C'est un système que l'on montre beaucoup aux étudiants parce que quand on explique comment fonctionnent les moteurs moléculaires, c'est le premier calcul que l'on fait pour montrer que ça ne marche pas, et après on montre des calculs où effectivement on arrive à le faire marcher, mais à condition de faire quelque chose qui est la chose... donc là j'avais rajouté des phrases de Maxwell et de Boltzmann pour dire que finalement le second principe, la façon de le voir, c'est quelque chose qui est assez restrictif et que en réalité il faut aller plus loin et se poser les problèmes en termes de probabilité. Que les lois de la thermodynamique comme le second principe sont l'expression incomplète de ce que l'on comprend à travers la physique statistique. Donc, tout ça pour dire que ce système, donc aussi paradoxal que ça puisse paraître, ne marche pas, mais des travaux plus récents montrent que exactement le même système, si on s'arrange pour mettre une partie du système à une certaine température et l'autre partie à une autre température, en particulier si la partie gauche est à très basse température, ben, il n'y aura jamais de fluctuations qui vont permettre au poids de descendre. Par contre, si la température ici est assez haute, il va y avoir beaucoup de fluctuations et donc ça va permettre d'extraire du travail du système, mais ce n'est pas incompatible avec le second principe, puisqu'on sait que quand on est en contact avec deux sources de chaleur, on est capable d'extraire du travail. Alors, en fait, cet exemple qui a l'air un peu paradoxal, en fait, c'est un exemple d'une grande famille d'exemples qui remontent essentiellement au démon de Maxwell. Donc, si vous repensez au problème que je vous posais au départ, j'ai un gaz, et j'ai un gaz qui se trouve dans deux compartiments, et puis il y avait un petit trou ici, et ce petit trou, eh bien, il permettait aux particules d'aller dans un sens ou dans l'autre, et si on attend longtemps, eh bien, les particules vont se répartir de manière égale d'un côté et de l'autre, on va aller vers un certain équilibre comme ça. Alors, l'idée du démon de Maxwell, c'est d'imaginer qu'il y a plusieurs dessins que j'ai trouvés sur Internet du démon de Maxwell, donc ça, après, c'est une question de goût, mais ce démon de Maxwell, il est là, disons, au bord de ce trou qui fait communiquer ces deux volumes, et lui, il ouvre et il ferme la porte. Alors, originellement, il ouvre la porte pour laisser passer les particules avec beaucoup d'énergie, et dans un sens, et il ouvre la porte pour laisser passer les particules de faible énergie cinétique pour aller dans l'autre sens. Donc, comme il ouvre et il ferme cette porte, bon, vous imaginez que cette porte est extrêmement bien huilée, il ne fait absolument aucun travail pour l'ouvrir et pour la fermer. Eh bien, s'il fait ça, au bout d'un certain temps, il va se retrouver dans une situation où il y aura des particules avec beaucoup plus d'énergie cinétique à gauche, hein, donc il laisse passer les particules qui ont une grande vitesse, il les laisse aller vers A, il ouvre la porte quand il en voit une arriver, et puis il referme la porte, et puis quand il voit une particule qui est lente, il ouvre la porte et la laisse passer dans l'autre sens. Donc au bout d'un certain temps, ben, il y aura des particules avec des petites énergies cinétiques à droite, des particules avec une grande énergie cinétique à gauche, donc la partie gauche sera plus chaude que la partie droite, et donc d'une certaine manière on pourra à partir de là fabriquer un moteur ou tout ce qu'on veut. Une autre version, c'est simplement que le démon de Maxwell, il laisse juste passer les particules dans un sens. Donc chaque fois qu'il y a une particule qui arrive de droite, il ouvre la porte, il la laisse passer, et quand elle vient de gauche, il ferme la porte. Mais tout ça ne lui coûte absolument aucun travail.
l'appareil fonctionne bien. Et donc, d'une certaine manière, il va arriver à remettre toutes les particules à gauche. Et s'il les remet toutes à gauche, après, je peux mettre un petit moulin, quelque chose comme ça, qui va me fournir du travail. Donc tout ça, c'est des choses qui, en apparence, sont des paradoxes, mais ces paradoxes, en fait, c'est pas vraiment des paradoxes parce que, enfin, il y a une discussion que je ne vais pas essayer de faire ici, mais qui consiste à regarder l'information que possède ce démon de Maxwell pour ouvrir et fermer la porte au bon moment, et cette information peut donner une contribution à l'entropie, et donc il n'y a pas de problème par rapport au second principe. Bon. Donc jusqu'à présent, je vous ai énoncé le second principe tel qu'il est compris au XIXe siècle, et maintenant on va essayer de changer de siècle, d'aller au XXe, et au XXe siècle, ce qui est devenu évident dès le début du XXe siècle, c'est que la nature est formée d'atomes. Et donc, dès qu'on parle d'atomes, il faut penser en termes de fluctuation. Et par exemple, si j'imagine un gaz, eh bien, le nombre d'atomes que je vais trouver dans un certain petit volume à l'intérieur de ce gaz va fluctuer. Donc, vous prenez le gaz de cette pièce, j'imagine que je prenne une petite sphère, et je me dis combien d'atomes il y a dans cette sphère. Tout ça, c'est de la physique classique, hein. Je ne pose pas de questions de physique quantique, c'est juste des billes qui sont en train de se taper les unes sur les autres. Et ce nombre va fluctuer. Alors déjà, se donner un ordre de grandeur de combien ça fluctue. Et ça, il y a quelqu'un qui a fait le calcul, qui est un physicien célèbre, dans les années 40, qui est Chandrasekhar, et qui a essayé de se poser la question, combien de temps, donc dans un gaz à conditions ambiantes, disons, combien de temps il faut attendre pour voir une fluctuation de 1% de la densité. C'est pas beaucoup, 1% de la densité dans ce volume. Alors vous voyez que si le volume est tellement petit qu'il n'y a pas plus d'un atome à l'intérieur, des fois il y aura 0, des fois il y aura 1, donc ça va beaucoup fluctuer. Et si je prends une sphère de plus en plus grande, ça va fluctuer de moins en moins. Et on tombe sur ces nombres qui sont tout à fait étonnants, parce que vous voyez que si le rayon de la sphère que je considère tout petit, 10-5, eh bien, le temps qu'il faut attendre pour observer une fluctuation de l'ordre de 1%, c'est extrêmement court. Et puis maintenant, on multiplie la taille de la sphère par 2,5, le rayon par 2,5, et maintenant il faut une seconde. Et puis si je mets 3 au lieu de 2,5, c'est 10 puissance 6 secondes. Et puis quand vous mettez 5, c'est 10,68, et après c'est 10 puissance 10 puissance 14. Donc vous voyez que si vous considérez des systèmes suffisamment petits, vous avez des chances de voir des fluctuations assez importantes. Par contre, si vous prenez des systèmes grands, les fluctuations vont être extrêmement petites, et donc vous allez essentiellement jamais voir des fluctuations aussi grandes quand un système est à l'équilibre. Alors, en fait, la façon quantitative de comprendre ces fluctuations, en fait, elle a été comprise par Einstein et Smoluchowski, et c'est cette formule que j'ai écrite ici. Et en fait, Einstein, je crois que c'est au moins dans le cadre de sa thèse, essentiellement, son but était de se dire, est-ce que à partir de l'étude des fluctuations, je peux mesurer, je peux prédire le nombre d'Avogadro. Et donc, il a obtenu une relation, que je n'ai pas forcément écrite exactement sous cette forme, mais que j'écris ici, c'est que le nombre de particules dans un petit volume ici va fluctuer, va avoir une certaine variance, et cette variance, quand le système est à l'équilibre, est donnée par une formule qui est là, et moi j'aime bien ce genre de formule, parce que c'est une formule qui relie la physique du XXe siècle à gauche à la physique du XIXe siècle. À droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la température, j'ai le volume, j'ai la densité, et puis j'ai la capacité et la compressibilité du système. Et donc, ici, c'est des quantités du XIXe siècle, il y a juste la constante de Boltzmann qui est là, qui est juste à la limite du XIXe siècle et du XXe siècle. Et à gauche, c'est
la lecture fluctue à l'échelle microscopique. Et cette relation que j'écris, on la reverra dans une minute et on va la revoir un petit peu, c'est que, en fait, c'est une relation extrêmement générale qui n'est pas du tout particulière à ce problème-là. C'est que la variance, la façon dont une quantité fluctue, est reliée à la constante de Boltzmann, ici à la constante de Boltzmann, fois un coefficient de réponse. Vous voyez que ici la compressibilité d'un gaz ou d'un système, c'est juste, je change sa pression, comment sa densité change. C'est des P sur 0, quelque chose comme ça, peut-être un facteur gros près. Donc cette compressibilité, c'est la réponse du système à changer quelque chose d'extérieur. Et ces relations, c'est des relations du type fluctuation-dissipation qui relient un coefficient de réponse à la variance d'une fluctuation. Alors il y en a un certain nombre. Et ici, je vous en donne un autre exemple. C'est, imaginez que je prenne un système et que je le mette en contact avec deux thermostats de températures différentes. Donc voilà, il y a un bout, je sais pas, j'ai par exemple un bout de métal ou un gaz, puis à gauche c'est chaud, il est en contact avec un thermostat chaud, à droite il est en contact avec un thermostat froid. Je peux essayer de considérer les fluctuations. Vous voyez qu'il va y avoir des échanges d'énergie à gauche, des échanges d'énergie à droite, et donc je peux, si les deux thermostat était à la même température, vous n'imaginez pas qu'il y a un flux d'énergie qui aille de la gauche vers la droite, mais malgré tout, il y a des échanges. Par exemple, je reprends mes 50 particules que j'avais dans ma boîte tout à l'heure. Imaginez qu'il y ait 50 billes là-dedans qui s'agitent avec l'agitation thermique. De temps en temps, une bille va venir taper à gauche sur le réservoir. Ça va, comme elle sera en contact avec un réservoir, elle va changer son énergie cinétique. Elle va revenir dans le système, se mélanger aux autres, et puis après, il y aura peut-être une autre boule qui viendra taper à droite, elle va modifier son énergie cinétique à cause du thermostat, et revenir à l'intérieur. Et vous voyez qu'au cours du temps, ce système, il va y avoir des échanges d'énergie, tout simplement, l'énergie cinétique d'une particule qui sera rentrée en contact avec le thermostat aura été modifiée, là il y aura d'autres échanges, et au cours des temps, l'échange avec la droite et l'échange avec la gauche, il ne sera pas forcément équilibré. Il y aura peut-être eu une fluctuation qui fait qu'il y aura un peu d'énergie qui sera passée de la droite vers la gauche. Et donc, pour caractériser la variance de l'énergie qui est transférée de droite à gauche, l'énergie moyenne serait 0 si les deux sont à la même température, mais la variance de l'énergie échangée va être, encore une fois, de cette forme. Ça va être essentiellement une espèce de marche aléatoire, donc cette variance va augmenter comme le temps. Et puis, il y a des coefficients ici. Et encore une fois, les coefficients qui apparaissent dans ces fluctuations, c'est des coefficients de réponse. Et le coefficient D qui est là, le reste c'est la température, le coefficient D, c'est juste comment le système répondrait si je mettais une petite différence de température. Si je mettais une petite différence de température, il y aurait un courant d'énergie qui serait proportionnel à T1 moins T2, proportionnel au temps si je regarde un temps T long, et ici, il y aura un coefficient, et les deux coefficients sont de même. Donc vous voyez ici, c'est un coefficient de réponse à un petit changement de température entre les bords, et là c'est un coefficient de fluctuation. Et là, le point, c'est que ces deux coefficients sont sans doute... Enfin, le point, c'est que c'est le même coefficient. Ce coefficient, lui, est peut-être très compliqué parce qu'il dépend de savoir si j'ai un gaz, un métal, tout ce que vous voulez. Mais quand on est près de l'équilibre, on a toujours ce lien entre les fluctuations et la réponse. Alors, maintenant, j'en arrive à des choses plus récentes. Et l'une d'entre elles, c'est cette relation de Jarzembski. Et donc, j'essaye de me placer dans le même cadre que celui où j'ai essayé d'énoncer le second principe, qui date des années 97. Alors, en fait, peut-être que ces travaux remontent à des travaux par des physiciens russes plus antérieurs, qui n'étaient pas forcément connus par Jarzembski. Mais, toujours est-il, l'idée est assez simple. Imaginez que j'essaye de faire l'expérience la plus simple. Donc j'ai une espèce de gaz. J'essaye de prendre un système
de le modifier et de le ramener à la fin dans l'état où il était au début. Donc, j'ai mon gaz qui est emprisonné dans ce volume avec ce piston. Ce gaz, il n'y a pas besoin d'avoir 10 puissance 23 particules. Vous pouvez imaginer qu'il y a 50 billes là-dedans. Il y a 50 billes qui bougent et qui ont des collisions élastiques. Et des collisions juste comme des boules de billard. Donc il n'y a pas à se poser des questions de mécanique quantique ou quoi que ce soit, ou de méconnaissance des lois de la physique. C'est juste des collisions élastiques entre des billes. Donc j'ai mes billes qui sont là-dedans. Et puis, je me donne un protocole. Je dis, au cours du temps, je vais changer la hauteur du piston, mais la manière qui me convient. C'est-à-dire peut-être je vais aller vite, peut-être je vais aller doucement, peut-être je vais monter, descendre 3 ou 4 fois, et je vais m'arranger qu'au bout d'un certain temps T1, je remets le piston à l'endroit où il était. Le protocole n'a aucune raison d'être lent. Hein, vous pouvez aller vite, vous pouvez aller lentement. Comme vous voulez, vous vous donnez un protocole. Alors, ce que me dit le second principe, que je vous ai rappelé tout à l'heure, il me dit, si je fais ça, ben, ça va me coûter du travail. Maintenant, si je réfléchis bien, que j'ai mes 50 billes, mes 50 boules à l'intérieur du volume, ben, le travail que je vais fournir, il va dépendre de l'expérience que je fais. Parce que bon, je vais pousser, c'est quoi le travail que je vais exercer? C'est que le piston, de temps en temps, il va pousser des billes qui viennent me taper dessus. Je pousse, je change leur vitesse. C'est le travail de cette force qui est due à la collision entre le piston, collision élastique entre le piston et la bille. Et donc, parfois, par exemple, si j'ai de la chance, eh ben, les billes, elles sont dans un tel état, les dizaines de billes, ben, elles se sont mises dans un tel état que, par exemple, je vais parfois pouvoir bouger le piston sans que ça me coûte aucun travail, parce que les billes seront si on a une dizaine ou une cinquantaine, elles seront dans une configuration où, juste pendant le protocole que je suis, eh bien, il n'y aura eu aucun travail. Des fois, il y aura un certain travail, ça aura coûté un certain travail, et donc, si je fais l'expérience, je répète l'expérience, lors de mon expérience, donc je répète ce protocole, donc je prends un système qui est à l'équilibre, ça veut dire que j'attends très longtemps avant de faire mon expérience, et puis je me dis, voilà, au cours du temps, par exemple, h de t, c'est cosinus de pi fois t. Voilà, quelque chose comme ça, je me donne la loi de cette hauteur. Si je refais plusieurs fois cette expérience, eh bien, comme les collisions, imaginez qu'il n'y ait pas beaucoup de particules là-dedans, le nombre de collisions qu'il va y avoir avec le piston va varier d'une expérience à l'autre, et donc je vais avoir un certain nombre d'événements, je vais avoir W1, W2, Wn, si je répète n fois cette expérience, et donc ce dont je devrais parler, c'est de P de W. Donc les W que je vais mesurer dans mon expérience, elles fluctuent. Maintenant, j'en arrive à la relation de Jarzynski, qui est la relation suivante. Il dit, supposons que je répète l'expérience un grand nombre de fois et que je moyenne une quantité particulière qui est E puissance moins W sur KT. Donc, quand je moyenne, ça veut dire que je fais beaucoup de fois l'expérience et puis j'ajoute les résultats de toutes mes expériences en W1, W2, et je calcule la moyenne de cette quantité. Ben, Jarzynski dit, on doit trouver 1. Quel que soit le protocole que vous avez choisi, pourvu que vous répétiez toujours le même protocole, vous allez trouver toujours 1. Le second principe, lui, me disait, le travail doit être forcément positif. Alors, ça, c'est, vous voyez que le second principe, il me donnait une inégalité. Jarzynski me dit, il y a une égalité. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette égalité? D'abord, alors, les conséquences, alors ça, pour ceux qui n'ont pas complètement oublié les mathématiques, ils savent que l'exponentielle est une fonction qui est convexe. Parce que c'est une fonction qui est convexe, je crois qu'il y a une inégalité qui s'appelle l'inégalité de Jensen, c'est que simplement, cette égalité qui est là m'implique que si je moyennais pas l'exponentielle, mais que je moyennais le travail, il serait positif ou non. Donc, le second principe, il est vrai en moyenne. Donc,
Donc c'est une conséquence. Si je répète un grand nombre de fois l'expérience, je vais trouver... Mais vous voyez que pour que la moyenne d'une quantité vaille 1, le plus souvent, je m'attends à ce que mon travail, il va falloir que je donne un travail positif au système. C'est ça notre intuition. Mais si je veux que la moyenne de cette quantité vaille 1, eh bien, il faut que de temps en temps, il y ait des événements avec le W négatif. Hein? Parce que sinon, si le W était toujours positif, la valeur moyenne de cette quantité ne pourrait pas valoir 1. Elle serait plus petite. Donc, il y a sûrement des événements avec W négatif. Ça veut dire qu'il y a des événements, quand je vais faire mes expériences, je dois certainement voir des événements qui violent le second principe, pour lesquels le W sera négatif. Et bien sûr, ces événements ont une probabilité très faible, parce que s'il y avait une grande probabilité d'avoir des événements avec le W négatif, alors, et puissance W, là il y a le nombre K de la constante de Boltzmann qui est 10 moins 23 au dénominateur, donc cette moyenne serait un nombre gigantesque. Donc il y a des événements rares, mais qui doivent exister, leur probabilité est très faible, et ces événements violent le second principe. Et donc pour les observer, ce qu'il faut, c'est faire des expériences dans des situations où faire des expériences dans ces situations où le travail prend des petites valeurs. Donc il faut regarder des objets tout petits. Donc un petit objet, ça peut être, pour moi qui suis plutôt théoricien, ça serait de dire, mettons 15 particules dans cette boîte qui rentrent en collision, et puis je fais mon expérience, je descends, je monte, et je mesure le travail. Et comme je vous le disais, si le système est à l'équilibre, si je répète l'expérience un grand nombre de fois, eh bien, la configuration dans laquelle le système se trouvera lors de la seconde expérience, la configuration initiale ne sera pas exactement la même que la première, puisque le système est à l'équilibre, il aura choisi une configuration possible du système à l'équilibre, et donc je vais trouver différentes valeurs du travail, et je peux essayer de mesurer cette quantité-là. Quand les gens s'intéressent, essayent de mesurer ça expérimentalement, alors là, c'est pas très visible, mais en fait, ce qu'ils regardent, c'est ce groupe, par exemple, c'est des molécules d'ARN. Donc une molécule d'ARN, c'est formé essentiellement des mêmes bases que le long de l'ADN, mais c'est une seule molécule. Et bon, vous savez qu'il y a ces bases qui sont complémentaires, les A et les U, les C, les C, G. Et ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à faire des expériences où ils ouvrent donc, la molécule d'ARN à cette forme, avec un certain nombre de liens le long de la molécule, et si on tire sur les deux bras, on l'ouvre, ça va, et on la referme, donc on peut passer d'une condition, passer à une situation finale qui est la même que la condition initiale, on écarte les bras et on le referme, et ça coûte un certain travail, et ils ont essayé de faire l'histogramme de ce travail, et du travail qu'il faut pour ouvrir et fermer cette molécule, et ils trouvent une certaine distribution qui satisfait effectivement cette relation de Jarzynski. Alors, donc ça c'est un des thèmes qui a beaucoup excité les gens au cours des dernières années, cette relation de Jarzynski. Et un autre thème, peut-être avant de terminer avec la relation de Jarzynski, c'est, il y a un autre aspect, qui est peut-être un peu plus général, c'est de se dire, bon, tout à l'heure j'avais un protocole où je partais de l'état initial et j'arrivais à un état final qui était identique, donc je mettais mon piston à la même hauteur, mais je peux imaginer, bien évidemment, ces relations, c'est pas limité à ce problème d'un piston et d'un gaz, ça peut, vous pouvez imaginer toutes sortes de systèmes, mais vous pouvez donc considérer une situation un petit peu plus compliquée, où vous avez un protocole, mais à l'instant final, le système, vous ne le remettez pas dans l'état initial. Donc, vous bougez votre piston, à l'instant final, vous terminez à une hauteur différente. Donc, ici, j'ai mis la même hauteur pour ne pas refaire le dessin, mais vous imaginez que vous terminez à une hauteur différente. Et la relation de Jarzynski, dans ce cas-là, qui peut se démontrer de manière relativement élémentaire, hein, c'est quelque chose que l'on traite dans un cours à un niveau anciennement maîtrise, ça s'appelle maintenant M1 ou M3.
Et cette relation devient que si je moyenne, donc si je fais un grand nombre de fois l'expérience, pour chaque expérience, je vais trouver un certain travail W. Si je moyenne sur toutes les expériences que j'aurais faites cette exponentielle, ce que je trouve, c'est ici la différence d'énergie libre qui apparaît. Et encore une fois, vous pouvez en déduire que le travail moyen, à cause de la convexité de l'exponentielle, que le travail moyen sera plus grand que la variation d'énergie libre du système. C'est simplement une petite conséquence mathématique de cette relation. Donc vous voyez, en fait, par rapport au second principe, c'est plus du tout une inégalité, c'est une égalité. Voilà cette relation de Jarzynski. Et donc, ce que vous voyez aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, eh bien, il y a des événements rares qui vont à l'encontre du second principe. C'est-à-dire, de temps en temps, il va falloir que, dans mon expérience, de temps en temps, il va falloir observer des situations où le travail que j'aurais fourni au système est négatif, ça veut dire que j'aurais pu extraire du travail du système. Il y aura peu d'événements, ce sera une queue de distribution. Ça, c'est typiquement une forme de distribution dont, quand je moyenne W, je vais trouver 1. Donc ça, c'est cette relation de Jarzynski. Alors, en fait, dans les années 90, il y a une autre relation aussi qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle le théorème de fluctuation. Donc là, je vous remontre quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est, j'ai mon système, il est en contact avec le thermostat, et donc, si les deux températures sont égales, on sait simplement, à travers ces relations entre coefficient de réponse et variance, on sait que si les deux étaient à la même température, eh bien, un peu d'énergie va fluctuer. De temps en temps, l'énergie va passer de la gauche vers la droite, de temps en temps, de la droite vers la gauche. Et le second principe, par contre, c'est que dès que les températures sont différentes, ça doit couler dans un sens bien déterminé. Mais on peut se dire quand même que si, quand les températures sont égales, ça peut fluctuer, peut-être que même quand il y a une petite différence, de temps en temps, on peut voir l'énergie aller dans le sens en allant du froid vers le chaud. Ce n'est pas ce que prévoit la thermodynamique. Alors, on va prendre un protocole, un peu comme tout à l'heure, pour expliquer le théorème de fluctuation. J'imagine que j'ai mon système, et mon système, il est en contact avec deux thermostats. Bon, il y a un protocole plus ou moins compliqué pour les mettre en contact, mais par exemple, je peux dire, voilà, j'ai un bout de métal ou un gaz, à gauche c'est chaud, à droite c'est froid, c'est en contact, et puis à l'intérieur ça se débrouille comme ça veut, et puis j'attends très longtemps, donc le système ne peut pas atteindre l'équilibre, il atteint ce qu'on appelle un régime stationnaire, à l'intérieur il va y avoir un courant qui va se passer, et puis maintenant je prends certaines fenêtres de temps, et je mesure Q, l'énergie qui a été transférée pendant le temps T. Et si je fais ce protocole, eh bien, comme tout à l'heure, je m'attends à ce que le second principe me dit si à gauche c'est chaud, à droite c'est froid, eh bien, il va y avoir de l'énergie qui va aller du chaud vers le froid. Et si je veux faire une expérience sur mon ordinateur ou dans une salle de manip, eh bien, je vais dire, voilà, prenons un certain temps T et j'essaye de mesurer l'énergie qui est sortie de la gauche, Q1, et puis je refais l'expérience, Q2, Qn. D'accord ? Là, je parle avec de l'énergie, ça peut très bien être des réservoirs de particules, ça peut être très bien un circuit électrique ici, et je peux dire, je compte le nombre d'électrons qui sont sortis, qui sont passés à travers mon fil au cours d'un temps. Qu'est-ce que me dit le théorème de fluctuation ? Bien, le théorème de fluctuation, il s'intéresse à ce qui se passe, enfin, il fait une prédiction sur ce qui va se passer si je prends un temps long, j'observe ma quantité d'énergie pendant un temps long. La raison est simple de prendre un temps long pour observer cette énergie, c'est qu'on voudrait trouver quelque chose qui ne va pas dépendre
de l'endroit précis où je regarde. Alors, pour regarder combien d'énergie est passée, imaginez que, par exemple, je m'intéresse à ce gaz de boule. Bien, pour savoir quelle énergie passe à travers une section, c'est très facile. J'ai mes boules qui rentrent en collision. De temps en temps, il y a une boule qui traverse la section qui m'intéresse. J'ai une section là. De temps en temps, il y a une boule qui passe. Elle a une certaine énergie cinétique. Je me dis, tiens, ça c'est l'énergie qui est passée de la gauche vers la droite. Un peu plus tard, il y a une autre boule qui passe dans l'autre sens. Elle a son énergie cinétique. Je me dis, tiens, ça c'est l'énergie qui va de la droite vers la gauche. C'est rien de plus que ça. C'est extrêmement élémentaire. Mais ces fluctuations de cette quantité, en fait, vont dépendre en général de l'endroit où on se situe, si on regarde ici ou si on regarde là. Et par contre, si on regarde des temps très longs, eh bien, le QT va être le même que l'on regarde à un endroit ici ou à un autre endroit. Pourquoi? Parce que l'énergie ne peut pas s'accumuler indéfiniment à l'intérieur de nos systèmes. Donc, les gens s'intéressent à ce qui se passe, la probabilité d'observer un certain courant d'énergie pendant un certain temps T, la probabilité que ça vaille un courant J. Et en général, le système veut avoir un certain courant moyen qu'on appelle J étoile, et la probabilité d'observer pendant un temps T un courant différent, eh bien, en général, on s'attend à ce que ça décroisse exponentiellement avec la fenêtre de temps. Donc, le système voudrait avoir un certain courant moyen. Si on se pose la question, quelle est la probabilité que pendant une certaine fenêtre de temps T qui est longue, j'observe un autre courant, eh bien, en général, ça va décroître exponentiellement avec la taille de cette fenêtre de temps. Et le f de J, c'est quelque chose qui s'appelle une fonction de grande déviation. C'est quelque chose qui est très étudié dans la théorie des probabilités et maintenant en physique. Et typiquement, la probabilité de voir un courant qui n'est pas le courant moyen, eh bien, c'est quelque chose qui va être faible, qui va décroître exponentiellement. Donc la fonction f de J ici, elle va valoir 0 quand on est au courant typique que le système veut avoir. Mais si je veux observer des courants différents, eh bien, ça va être positif. Et donc, ça va être une forme de fonction qui a cette tête, qui a un minimum en 0, qui est positive autrement. Et je vous fais remarquer que les fonctions les plus simples auxquelles on peut en penser qui ont cette forme, c'est des fonctions qui, près du minimum, sont des paraboles. Et vous voyez que si je dis que f de J est parabolique près de son minimum, ça me dit que les fluctuations de courant sont gaussiennes. Et essentiellement, la raison pour laquelle on voit des fluctuations gaussiennes dans beaucoup de situations, c'est toujours la même chose, c'est que la fonction de grande déviation doit s'annuler et que localement c'est une parabole. Une fonction qui reste positive et qui s'annule en un point, le fait de l'approximer par une parabole n'est pas totalement absurde. Quand c'est le cas, ça donne des fluctuations gaussiennes. Ça c'est juste un petit point et je vais arriver assez vite vers la fin. Et voilà ce que dit le théorème de fluctuation. Il y a beaucoup de noms. Alors souvent les gens l'appellent Galavotti-Cohen, mais en fait il y a d'autres gens qui sont un peu antérieurs. Et donc il y a toute une liste de gens. Et donc selon l'auditoire devant lequel on parle, on l'appelle Galavotti-Cohen si Galavotti et Cohen sont dans la salle. Sinon on l'appelle. S'il y a Evans par exemple, on dit c'est plutôt le théorème de fluctuation. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de mathématiques et de preuves mathématiques différentes selon la preuve. Mais il dit la chose suivante. Donc j'ai mon système en contact avec deux thermostats. Et maintenant, quelle est la probabilité? Donc, si je fais l'expérience un grand nombre de fois, je vais avoir une certaine probabilité d'observer un flux d'énergie Q. Ce flux d'énergie, par exemple, si j'ai mon gaz, ça va dépendre du nombre de collisions qui seront intervenues dans ce système au cours du temps. Et donc, je peux faire une espèce d'histogramme, calculer la probabilité de ce Q. Et le théorème de Galavotti de fluctuation, il dit que la probabilité d'observer Q divisée par la probabilité d'observer moins Q, la probabilité de voir un courant d'énergie du chaud vers le froid, divisé la probabilité de voir le même courant d'énergie dans l'autre sens, c'est donné par cette expression, si le temps est long. Et vous voyez que cette expression elle est assez remarquable, parce que elle ne dépend pas du tout du système que je regarde. Ça pourrait être un bout de fer, ça pourrait être un gaz, ça pourrait être ce que vous voulez. Et ici, c'est
et puissance Q, 1 sur KT2, moins sur KT1, et c'est linéaire en Q. C'est P de Q va être un objet très compliqué qui va dépendre vraiment de la nature du système que je regarde, P de moins et Q pareil. Quand je fais le rapport entre les deux, c'est extrêmement simple. Donc ça, c'est le théorème de Galotti-Cohen. Et donc, ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est d'abord que c'est une relation universelle, et aussi, ça me dit qu'il y a un caractère probabiliste au second principe, puisque si cette relation est vraie, chaque fois que je vais voir du courant aller dans le bon sens, il y aura une probabilité non nulle que le courant aille dans l'autre sens. Donc, il doit toujours y avoir des événements qui vont à l'encontre du second principe. Et la façon dont ça se passe, c'est en satisfaisant cette relation. Je crois que j'avais envie de parler, enfin j'avais préparé de parler de transition de phase, etc. Mais juste un dernier transparent, mais juste un dernier transparent pour vous dire pourquoi ces sujets intéressent beaucoup les gens actuellement, enfin au moins les théoriciens, c'est que pour décrire les systèmes à l'équilibre, essentiellement depuis plus d'un siècle, en fait, on a un point de départ. Quand on a un système qui est à l'équilibre à une certaine température, eh bien, on a ce qu'on appelle ces poids de Boltzmann. On dit chaque configuration dans l'espace des phases est occupée avec une probabilité qui est donnée par le poids de Boltzmann. Et ça, en fait, c'est le point de départ. Vous pouvez comprendre le magnétisme, vous pouvez comprendre la transition entre un liquide et un gaz, entre un cristal. Essentiellement, ça c'est la première marche, la pierre sur laquelle est construite la physique statistique. Il y a, quand vous êtes hors d'équilibre, quand vous êtes dans une situation aussi simple que celle-là, ben, le système va avoir des configurations. Ici, ce sera un point dans l'espace des phases. Si j'ai mon gaz qui est piégé là-dedans, ben, chaque boule aura sa vitesse, sa position. Donc je sais quelles sont les configurations du système, mais jusqu'à présent, personne n'a proposé une formule qui généralise celle-là au cas où il y a deux températures, le système est en contact avec deux températures. Donc, bon, voilà, j'ai essayé de vous présenter des choses relativement élémentaires, moi, je saute tout ça, et donc ce que j'ai essayé de vous rappeler, c'est ces idées qui datent de la période de Boltzmann, Gibbs, Maxwell, qui essayent d'expliquer le paradoxe apparent que, à l'échelle microscopique, les lois de la physique sont réversibles, et à l'échelle macroscopique, elles ne le sont pas. Et a priori, ce n'est pas du tout évident. J'ai essayé de vous expliquer que, par rapport à la physique du 19e siècle, eh bien, il faut prendre en compte les fluctuations, et que quand on prend en compte les fluctuations, eh bien, chaque fois qu'on voit des événements qui satisfont le second principe, ils viennent automatiquement avec des événements souvent beaucoup plus rares, dont on peut quantifier la fréquence qui viole le second principe. Il y a du travail, parfois le travail que j'ai à fournir au système est négatif, parfois l'énergie va du froid vers le chaud, et actuellement c'est quelque chose qui motive beaucoup de travaux, par exemple expérimentaux, où les gens essayent de regarder des molécules biologiques qui sont suffisamment petites pour qu'on puisse mesurer ces fluctuations de travail. Et bon, c'est aussi ces idées qui sont à l'origine des moteurs moléculaires et différents types de travail. Je vous remercie. Merci, monsieur.